Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Hivernage pluvieux à Dillor, 813 mm sont tombés dans l'arrondissement cette année, un record. Depuis 1956, la zone n'avait pas connu une telle pluviométrie, les champs inondés sont légion. Et puis, Damas a 7 jours pour dévoiler son arsenal chimique. Les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord sur le dossier syrien, objectif détruire toute arme chimique existant en Syrie. Grand format ouvre le dossier sur la destruction de la couche d'ozone. Le Sénégal, à travers son programme national, compte participer à la réduction des gaz à effet de serre. Ibrahima Diallo nous plonge dans un monde de chlore, de fluor et de carbone en prélude à la journée mondiale de l'ozone ce lundi 16 septembre. Bienvenue à tous. Pluviométrie exceptionnelle dans l'arrondissement de Dillor. 813 mm d'eau recueillie à la date du 11 septembre dernier. Depuis 1956, de telles quantités d'eau n'ont pas été enregistrées dans la zone. Du coup, les hectares de cultures inondées se comptent par milliers. Du reste, le ministre de l'Intérieur est attendu prochainement à Dillor. Le point avec notre équipe qui s'est déplacée sur place, Mamadou Samamawa. Bandandar, dans le département de Foundiougne. Nous sommes dans la partie sud-est de la région de Fatick. Ici, les inondations ont presque tout noyé. L'habitat rural et les zones de culture. Ce gros producteur qui s'amène a déjà perdu près de 30 hectares. On estime une perte de presque 11 millions ou 12 millions et poussière comme ça. Tout est envahi par les eaux. Tout, presque les 30 et quelques hectares sont envahis par les eaux. Le cas Diaou est loin d'être isolé. Et parce que les villages sont enclavés, les pistes de production presque inexistantes et les communautés rurales coupées les unes des autres par les eaux, nous n'avons pas pu accéder à l'Interland pour constater l'ampleur du phénomène. Pour avoir une idée du désastre, nous nous sommes rendus ici à la sous-préfecture de Dillor. Juste une idée car le recensement des sinistrés est juste à son début. Communauté rurale de Dillor, nous avons 866 chefs de ménage touchés, 2195 hectares, toutes cultures confondues, sous les eaux. Pour la communauté rurale de Diossong, nous avons 212 chefs de ménage sinistrés, dont 17 ont été relogés et 562 hectares complètement sous les eaux. Pour la communauté rurale de Diagan Barka, nous avons 142 chefs de ménage sinistrés, dont 12 relogés dans les écoles et 618 hectares envahis par les eaux. Je dois préciser que ce recensement n'est pas exhaustif, parce qu'il se poursuit. Pour certains, c'est la deuxième année consécutive de récolte zéro. Le secours d'urgence s'avère plus que nécessaire. Si un ménage perd un champ sur deux, le déficit de production est énorme. Aussi, il nous faut reconstruire nos concessions. Mais absolument. Imaginez combien de chefs de famille l'année dernière n'ont rien récolté. Je donne un exemple, un chef de famille qui par jour doit mettre à disposition de sa famille 4 kg de riz pour le repas de 13 heures, 8 kg de mil pour assurer le petit déjeuner et le dîner, que ce chef de famille n'ait rien récolté en 2012. Donc ça veut dire que 2012, 2013, il a passé tout le temps à acheter. S'il faut encore ne rien récolter en 2013, je pense que c'est énorme. Dillor, qui se trouve entre les isoyettes 600-700 mm, en reçoit actuellement près de 1000. C'est justement le retour des pluies qui est à l'origine de ces dégâts. Récemment, en 2011, on a enregistré ici 600 mm pour 39 jours. En 2012, on a enregistré 851 pour 56 jours. Et cette année jusqu'au 11 septembre, on a enregistré 813. Donc la pluviométrie progresse. Le retour des pluies dans le Dillor exige donc une réadaptation des pratiques culturelles. Les agents de l'agriculture s'y attellent. Même l'année passée, on a demandé de faire du riz à la place de l'arachide ou du maïs, quoi.
Parce que le maïs se fait dans les bas-fonds, comme le riz quoi. Donc à la place du maïs, on peut mettre du riz. Le propriétaire de cette parcelle de riz a compris les enjeux, mais l'écrasante majorité des paysans du Dionik et du Nyombato n'a pas intégré cette nouvelle donne. Et cela parce qu'ils n'ont pas suffisamment de terre et l'arachide continue de dicter sa loi au système de production. Autre pays, même phénomène dans le Colorado, aux États-Unis, c'est l'état d'urgence. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fait 4 morts et d'innombrables dégâts matériels. Dans les Rocheuses du Colorado, des torrents rugissants qui rongent les berges et les routes. Après plusieurs jours de pluie diluvienne, les rivières sont sorties de leur lit, forçant des milliers d'habitants à quitter leur maison. Ces zones résidentielles se sont transformées en marécages boueux, sans courant ni téléphone. Le comté de Boulder a été l'un des plus touchés. Je n'ai jamais vu l'eau déborder comme ça. C'est assez incroyable. C'est encore plus incroyable que personne n'ait été blessé. Mais je suis sûr que les dégâts matériels vont être énormes. C'est complètement dingue, c'est fascinant, excitant et terrifiant à la fois. Profitant d'un peu de répit, les secours sont venus en aide aux personnes bloquées par les eaux. Jeudi, Barack Obama a décrété l'état d'urgence, une mesure qui devrait permettre de libérer des fonds exceptionnels pour le Colorado. Privé d'eau et d'électricité, l'État commence également à manquer de nourriture. Je crois que c'est la plus grosse tempête dans l'histoire de notre État. Tout cela ne va pas être réglé en une semaine. Beaucoup d'infrastructures ont été détruites et il va nous falloir des semaines pour tout reconstruire. Les fortes pluies sont fréquentes dans le Colorado, mais jamais elles n'avaient été aussi intenses. Les services météo ont prévenu que les risques de précipitations demeuraient élevés ces prochains jours. De la nature au moment où des localités sont inondées à Dakar et ailleurs dans le monde, la pénurie d'eau persiste dans notre capitale. Depuis 48 heures, certains quartiers de la ville sont privés du liquide précieux. Un problème technique survenu à l'usine de Keur Momar est à l'origine du désagrément. Une de nos équipes s'est rendue sur les lieux. Le point avec Hamidou Diop. Depuis plus de 24 heures, il en est ainsi. Ces techniciens de la Sénégalaise des eaux travaillent sans relâche pour réparer la casse localisée dans la conduite principale de l'usine de Keur Momar. Une course contre la montre effectuée par une trentaine d'agents. Le Keur Momar, c'est vraiment l'usine principale au niveau du lac de Guerre, qui avec l'usine de Niet et le surpresseur de Mékhé, nous permet d'alimenter à peu près 70% de l'eau qui est servie à Dakar. En termes d'approvisionnement, 40% de l'eau consommée à Dakar passe par cette conduite. L'arrêt de son fonctionnement est à l'origine de la pénurie d'eau constatée depuis 2 jours dans la capitale. On a commencé l'intervention hier et on a eu des complications dans la nuit. Lorsqu'on a déposé la pièce, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'était plus réparable. C'est pour cela qu'on a fait appel à des équipes spécialisées au niveau de Dakar et qui sont en route, qui vont arriver d'une minute à l'autre. La pièce qui doit être raccordée à cette conduite serait en route pour Keur Momar. La situation, selon ces techniciens, devrait revenir à la normale durant le week-end. Justement, nous avons avec nous le directeur général adjoint de la Société des eaux. Nous sommes avec M. Babacar Diouf pour parler justement de cette situation qui prévaut au niveau de Keur Momar. Où en est-on avec les travaux de réparation de ce tuyau? Les choses ont-elles évolué, M. Diouf? Merci Ibrahima, je vous remercie beaucoup pour nous avoir invités pour un peu éclaircir ou nous expliquer sur cette question. C'est pour d'abord remercier ou nous faire excuser quand même par nos différents clients de ces difficultés, de ce manque qu'on a connu depuis jeudi matin. En fait, il s'agit, comme vient de dire notre collègue de l'usine de Keur Momar, la principale usine qui fait à peu près 40% de la production, d'une rupture de 2 conduites. Une première qui sont de grosses conduites, parce qu'il y en a qui font à peu près entre 1 mètre et 1,20 mètre à peu près de diamètre, et qui sont très importantes, dû simplement à une usure, hein, parce que c'est une usine quand même qui pompe beaucoup avec la fréquence et la vitesse de l'eau. On a eu ces 2 cas qu'on a constatés le jeudi matin. Et il fallait, pour avoir un cœur net, creuser et regarder qu'est-ce qui s'est passé en définitive, parce que c'est des trucs qui sont quand même assez profondes.
On a vu la première fuite le jeudi après-midi pour bien regarder et continuer à excaver. Et on a détecté effectivement que c'était un tronçon qui était défectueux, à peu près de 4 mètres qu'il fallait changer. Et ensuite, on a vu que l'autre conduite était également aussi touchée par ricochet avec la puissance de l'eau. Donc il fallait aussi trouver le moyen de le réparer. Bon, donc vraiment, on a circonscrit le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous savons exactement ce qui se passe au niveau de ces conduites. Nous avons mis en place toutes les équipes, parce qu'en fait, il s'agit de changer des tronçons et de souder. Toutes les équipes de soudure sont sur place depuis le jeudi après-midi. Toutes les conduites et toutes les équipes qui peuvent nous aider à régler le problème sont sur place. En particulier, on est dans une zone où il y a beaucoup d'eau. Donc la nappe, quand vous creusez, vous rencontrez de l'eau. Il faut enlever l'eau, stabiliser pour travailler et souder avec plus d'équité. Donc on a pris toutes les dispositions pour que ce travail se fasse au plus vite. Seulement, c'est un travail assez fastidieux et un peu minutieux parce qu'il ne faut pas l'échouer. Quand vous réparez, il faut que la réparation soit correcte. Et c'est ça qui nous a fait prendre un peu de temps depuis jeudi, vendredi, aujourd'hui encore. Et nous pensons raisonnablement, comme vient de dire votre collègue, que ce week-end-ci, les choses reviendront à la normale, ou en tout cas, on va redémarrer à nouveau l'usine. Nous avons mis tous les moyens disponibles au niveau de l'usine. Parce que ça tombe vraiment mal, on est en période de canicule. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement dans l'avenir pour éviter ce genre de situation? En fait, je disais tout à l'heure, c'est une usure normale de conduite mise en exploitation. C'est dû à la forte consommation dans l'été? À la forte utilisation de l'appareil de production, en fait, qui crée ce genre de fuite que nous avons. Maintenant, ce qu'il faut à l'avenir, comme vous dites, c'est de prendre toutes les dispositions pour avoir dorénavant, parce que c'est des conduites qui sont grosses, qui sont des fabrications spéciales, avec des soudures assez spéciales, c'est de faire en sorte que toutes les dispositions soient prêtes sur l'usine, parce que c'est un outil de production. Il peut paraître toujours, un jour ou le lendemain, il peut toujours avoir un problème. Donc c'est de prendre tout le dispositif. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est bien ça. Parce que si nous n'avions pas les conduites sur place, ça aurait été un peu plus difficile, parce que c'est des fabrications spéciales. Donc, c'est prendre toutes les dispositions pour que le matériel soit sur site et qu'on puisse intervenir dans de meilleures conditions. Maintenant, c'est vrai qu'il fait chaud. Ce que nous avons tenté de faire, c'est qu'à l'intérieur de Dakar, c'est de trouver un moyen d'utiliser des camions. Parce que 40% de la production, c'est quand même assez énorme. On a de l'eau. Il y a des quartiers à Dakar qui ont de l'eau aujourd'hui. Et depuis jeudi, qui n'ont pas manqué d'eau, parce qu'on a 60% de la production qui roule. La configuration du réseau fait que nous ne pouvons pas diriger cette eau n'importe où. Pour éviter ce genre, pour résoudre les quartiers qui sont structurellement déficitaires, on a mis en place 31 camions depuis jeudi, venant même des régions. On a pris des camions dans les régions qu'on a amenés à Dakar. On a une équipe qui est au niveau du siège. On connaît les flux d'eau, comment elles circulent à Dakar aujourd'hui et quels sont les quartiers qui manquent. La question, c'est de bien diriger les camions vers ces quartiers-là de manière à atténuer un peu les difficultés des uns et des autres. Justement, j'allais vous demander comment se fait le dispatching dans vos quartiers. Par exemple, on ne voit pas la couleur de l'eau. C'est vrai que ce que nous avons fait, c'est que l'eau qui circule, nous savons à peu près les quartiers. Les quartiers qui manquent de l'eau, nous avons dans nos secteurs de Dakar, on a 10 secteurs avec tous nos agents qui sont répertoriés. Chaque secteur, par exemple, dans la zone de Dakar 1 qu'on appelle Dakar Centre, on a 11 camions qui sont stationnés au niveau de ce secteur-là. Dans la région de Rufisque, nous avons 6 camions. Dans la région de Dakar, banlieue, on a 6 camions. Et on vient d'avoir 7 camions qui viennent d'arriver pour nous permettre de boucler. Donc nous savons, on prend les camions, on les met à disposition de nos secteurs, qui connaissent les zones où il y a le manque d'eau. On a défini des points d'arrivée des camions pour permettre aux gens de prendre de l'eau. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que la circulation de Dakar fait que les camions arrivent, remplissent à notre usine du point B pour aller au point. Donc on peut être gêné par des mouvements un peu lents. Et du fait qu'il y a beaucoup de camions aussi qui font la queue leu sur le point de piquage, on peut connaître quelques difficultés de lenteur. Bon, ça c'est le premier dispositif. Maintenant, il est vrai que même ça, nous recevons des appels. Parce que quand vous laissez le camion sur un quartier, par exemple, SICAP c'est très large. Oui. Vous mettez un point sur SICAP, il y a d'autres côtés de SICAP qui n'ont pas d'eau. Donc forcément, nous recevons des appels de ces coins-là qui nous disent, écoutez, il y a tel point, qu'on essaie de coordonner. Et c'est le but
de l'équipe qui est sur place, c'est de trouver le moyen de, là où les camions vont, de regarder les poches qui restent et d'essayer de trouver une rotation qui permet quand même de régler ces difficultés. Et c'est gratuit, hein? C'est gratuit. C'est pas payant, c'est gratuit. Gratuitement. Par ailleurs, tous les gros consommateurs qui ont des problèmes et qui ont peut-être leur camion nous sollicitent aussi. On les laisse prendre de l'eau au niveau de la bâche et puis ils s'alimentent correctement. Alors c'est une situation provisoire, hein? Tout à fait. Ces camions, quelles sont les bonnes nouvelles que les Sénégalais devraient pouvoir... Les bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, là où on vous parle aujourd'hui, toutes les conduites qui devraient être coupées, sont mises en place. On est sur la phase de soudure. Et on pense que raisonnablement, compte tenu de la précision qu'il faut avoir également et de la chance de ne pas avoir de problème quand on va redémarrer, donc on prend une certaine sécurité, les gens font quand même les choses de façon assez propre pour ne pas connaître ces désagréments. Je pense qu'aujourd'hui, cette nuit, là où je vous parle, et toute cette nuit, c'est la phase de soudure qui a démarré présentement. Et on pense que raisonnablement, dans les délais que nous avons et compte tenu de ce qui est déjà fait, cette phase de soudure se terminera dans la nuit. Voilà. Et on espère que dans la matinée de dimanche, à peu près, ou vers la fin de la matinée, on devrait pouvoir redémarrer quand même une partie de l'usine de Keur Momar-Sarr. Ça c'est important. Hein. Et si toutefois ça ne marche pas, qu'est-ce qui est prévu? Vous maintenez le même processus avec les camions? Oui, c'est sûr. Je pense que nous souhaitons, parce que là on prend toutes les précautions pour que ça marche. C'est un peu l'intérêt, un peu le temps que nous mettons un peu, c'est un peu ça, pour éviter que ça ne marche pas. Mais on ne sait jamais. Pour éviter que ça, on prenne toutes les dispositions pour vraiment au premier coup que nous n'ayons pas d'incident. Ce n'est pas la première fois, il faut le dire, hein, qu'on fait ce genre de réparation. C'est quand même, il y a quelque temps, on a fait ces réparations-là. Donc, on prend quand même une certaine précaution pour ne pas avoir à reprendre cette opération. Nous souhaitons vraiment et très vivement que je pense que lorsqu'on va redémarrer l'usine, on ne reviendra pas sur ce truc-là. Alors, quel est le dernier message qu'il faut... Mais nous excuser à nouveau auprès de nos consommateurs, parce que vraiment, entre nous, jeudi, vendredi, samedi, ne pas avoir de l'eau, ce n'est pas une affaire agréable. Nous en convenons, mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un fabricant comme moi ne donne pas de l'eau à ses clients. Bon, le système, c'est un appareil. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas de fuite quelque part. La question, c'est quand on l'a, qu'on puisse la réparer dans les meilleures conditions possibles et dans les plus brefs délais, de manière à ne pas impacter trop négativement la clientèle. C'est de nous excuser à nouveau et puis de vous donner l'assurance que nous faisons tout pour que les choses rentrent très rapidement dans la normalité. Voilà. Merci, Monsieur Babacar Diouf, que nous recevions. C'est le directeur général adjoint de la SDE, la Société des eaux. Et il nous parlait donc de cette situation au niveau de Keur Momar-Sarr, à l'origine de cette pénurie d'eau dans certains quartiers de Dakar. Le nouveau code pastoral au Sénégal en question, le cadre de réflexion et d'appui pour le développement intégré de l'élevage examine les enjeux de ce code en rapport avec la réforme du système foncier. 2 thèmes ont été traités, l'autosuffisance en lait et la problématique du pastoralisme au Sénégal. La question foncière et le devenir du pastoralisme au Sénégal, le thème est traité dans un contexte d'élaboration d'un nouveau code pastoral. Le cadre de réflexion et d'appui pour le développement intégré de l'élevage examine les enjeux liés à cette nouvelle réglementation des ressources pastorales au Sénégal. Quand l'État est en train de réfléchir sur un code foncier, il est important que les éleveurs aussi puissent participer à cette réflexion pour voir comment est-ce qu'on pourra déterminer les parcours de bétail et puis quelle est la part qui sera réservée à l'élevage dans le partage foncier. Le processus d'élaboration de ce nouveau code pastoral est presque terminé. Un avant-projet est déjà élaboré et sera prochainement soumis aux différents acteurs concernés. C'est un processus qui est parti des communautés rurales pour arriver jusqu'au niveau national. Donc il y a eu des concertations à tous les niveaux et je pense que c'était depuis 2006 que la réflexion avait commencé. Nous en sommes aujourd'hui à la phase finale. Et je voudrais convier
tous ceux qui ont des documents de réflexion. Parce que nous, dans l'élaboration de ce code, nous avons utilisé l'ensemble des études qu'on a trouvées sur place. Les thèses, les réflexions des ONG, des organisations de professionnels de l'élevage. C'est tout cet ensemble qui nous a permis donc de documenter le groupe qui était chargé de piloter donc l'élaboration du code pastoral. Durant ces 2 jours de réflexion, il sera question de discuter de la problématique de l'autosuffisance du Sénégal en lait. Le ministre de l'élevage exhorte à l'autoconsommation pour réduire la facture laitière. La directrice générale de la police nationale remobilise les agents en charge de la sécurité publique. Anna Simoufei a rencontré les commissaires d'arrondissement et centraux. Au menu, une question fondamentale. Quelle stratégie à adopter pour sécuriser davantage les biens et les personnes? Alun Badarakan. Le ton est donné. La patronne de la police nationale imprime le rythme. Une seule consigne à ses troupes. La peur doit changer de camp. Un message clair à l'endroit des malfaiteurs. Les honnêtes citoyens peuvent dormir tranquilles. Les Sénégalais, nos concitoyens, deviennent de plus en plus exigeants en matière de sécurité. Et quoi de plus naturel? C'est leur droit d'avoir la sécurité. Et pour cela, nous allons privilégier l'aspect prévention. Prévention, visibilité des forces, proximité avec les populations. C'est la raison pour laquelle, pour dérouler tout ce programme que j'ai annoncé, j'ai jugé utile de réunir aujourd'hui tous les commissaires qui sont en service à la direction de la sécurité publique. La police nationale entend donc accélérer la cadence, mais pour intensifier la lutte contre le banditisme, il faut des moyens et une formation pointue. La haute hiérarchie policière en est consciente. Tout sera fait pour permettre aux hommes de remplir correctement leur mission. Le renforcement des capacités devra aussi inclure la formation. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce cadre, l'École nationale de police, la formation surtout permanente, qui assure une formation initiale, mais qui continue tout le temps à assurer, à permettre le renforcement des capacités de nos hommes. Il y a déjà beaucoup de choses qui commencent à changer et qui vont changer dans ce cadre du renforcement des équipements qui vont servir aux hommes, mais du renforcement aussi de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie. Cela doit être un paquet. La police veut marquer sa présence sur toute l'étendue du territoire national. Aucun répit ne sera accordé aux malfaiteurs. Quelles orientations donner à la gestion des risques et catastrophes? Comment s'adapter au changement climatique? La direction de la protection civile pose le débat. Experts et acteurs prônent avant tout la synergie dans les actions afin d'accompagner les efforts consentis dans la lutte contre les éventuelles catastrophes. Hamidou Diop. C'est une réunion d'information et de mise à niveau pour les acteurs qui interviennent dans le projet de gestion des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Un an après son lancement, l'heure est au partage des acquis liés principalement à la prévention des fléaux tels que les inondations. Des propositions ont été faites, et parmi lesquelles la création d'une agence de gestion des risques et catastrophes, et la modification de la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes. Et ces propositions-là ont été transmises au ministre de l'Intérieur. Pour prévenir les risques, la Banque mondiale a investi sur ce projet 2 milliards. La direction de la protection civile, acteur important du projet, veut mettre en place un outil de veille permanent. Il a pour nom le Centre opérationnel de gestion des crises, COGIC. C'est un centre extrêmement important qui nous permettra quand même de renforcer quand même notre dispositif d'anticipation pour pouvoir donner vraiment des réponses appropriées à toutes les catastrophes. Ce projet a aussi pour objectif de renforcer les capacités de la direction de la protection civile pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans l'alerte précoce des catastrophes et crises.
Kaffrine invite les acteurs de développement à harmoniser leurs interventions au cours d'une conférence régionale. Les participants ont plaidé pour une mise en cohérence des programmes pour 2013. 4 milliards sont prévus dans le budget du Conseil régional de Kaffrine pour un meilleur accès des populations aux services sociaux de base. Claire Diop. Dans un contexte marqué par la diversification des acteurs, la rareté des ressources et l'acuité de la problématique de développement socio-économique à la base, une mise en cohérence des stratégies, programmes et investissements entre États, collectivités locales en plus des partenaires au développement s'impose. Cette conférence d'harmonisation des interventions a servi de cadre pour passer en revue les grandes orientations des politiques publiques. Les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement, l'élevage, entre autres, sont concernés. Ce qui nous a permis de faire ressortir donc tous les gaps qu'il y a en termes de niveau d'accès des populations au niveau de ces secteurs socio-économiques de base. Nous avons mis en place des outils de planification, nous avons lancé donc certains programmes afin de venir à bout de cette situation difficile. La région a fait des performances. Entre 2009 et 2013, l'indice d'accès aux services sociaux de base a connu un accroissement de 11% au niveau rural. Pour l'année 2013, beaucoup de projets d'envergure sont en vue. Les prévisions d'investissement s'élèvent à 4,2 milliards de nos francs. Cette conférence d'harmonisation a permis, en tout cas aux collectivités locales que nous sommes, de recentrer notre action sur la base des plans que nous avons, des schémas d'aménagement que nous avons et certainement de chaque budget annuel que nous aurons à exécuter. Ces 2 jours ont permis à ces acteurs d'engager des échanges directs et constructifs. Des résolutions fermes ont été arrêtées pour de meilleurs résultats. Faire des collectivités locales la porte d'entrée de tous les intervenants, de tous les acteurs. Je crois que ça c'est important pour permettre aux collectivités locales d'intégrer dans la planification tous les investissements issus des partenaires au développement. L'exercice est important pour le développement économique et social de Kaffrine. 38 partenaires au développement se sont engagés auprès des autorités pour une meilleure articulation des interventions au niveau régional. Cela devrait permettre la réalisation de beaucoup d'infrastructures et une facilitation d'accès des populations aux services sociaux de base afin d'améliorer sensiblement les conditions de vie. Quelle approche pour le règlement définitif de la crise casamançaise? C'est le thème du symposium organisé à Ziguinchor dans le cadre de la caravane paix et développement du lutteur Balagueye. L'implication du roi des arènes dans le conflit constitue un grand espoir pour les populations du Sud. Lamine Touré. Après plus de 30 ans de conflits armés en Casamance, les initiatives pour la paix se multiplient. Cette fois-ci, c'est avec Balagueye 2 à travers la caravane paix et développement. L'université Hassan Sek de Ziguinchor a été l'épicentre des échanges sur cette problématique. Des différents accords signés entre l'État et les MFDC, Banjul 1, 2 et 3, le 26 décembre 1999. Et celui de Ziguinchor, après l'alternance en 2000, la Casamance continue à attendre impatiemment la paix. 3 décennies de guerre, 3 décennies de pourparlers, la Casamance vit au rythme des bonnes volontés dans la recherche d'une paix définitive. L'implication du roi des arènes dans cette dynamique suscite espoir. La paix en Casamance et le développement. Le moment est venu de faire la paix en Casamance. Nous y croyons fortement. Et c'est pourquoi, en tant que citoyen sénégalais, je ne faillirai pas à mon devoir. Je participe à ma manière au processus de pacification de la région naturelle de la Casamance. Balagueye aussi peut être aujourd'hui l'interface entre l'État et les MFDC de par sa neutralité, mais de par la position qu'il occupe un peu dans l'arène. Quelle approche pour un règlement définitif de la crise casamançaise, une nouvelle option à dégager et qui n'est certainement pas de trop? Le déminage mystique. Il y a eu des choses qui ont été enfouies à certains endroits de la région avec des personnes habilitées et initiées. Aujourd'hui qu'on parle de la paix, il faut délier tout ce qu'on avait lié. Et c'est des pactes, c'est des serments qui ont été pris. Tant qu'on ne fait pas ça, c'est toute sa génération qui sera sous les représailles mystiques.
Ce symposium a mis fin à 10 jours de sensibilisation sur la paix et le développement en Casamance. L'édition 2013 a fait naître beaucoup d'espoir chez les populations. Pour la première fois, Balagueye 2 a réussi à mobiliser toutes les sensibilités du MFDC sur la nécessité d'asseoir la stabilité au sud du Sénégal. Le roi des arènes, ambassadeur de la paix pour la Casamance, le roi Mohamed VI, lui demande à son gouvernement de mettre en place une stratégie migratoire et à normaliser la situation des émigrés au Maroc. Les flux migratoires ont augmenté. Près de 25 000 immigrés sont recensés dans le royaume chérifien. Les flux migratoires vers le Maroc se sont accentués ces dernières années. Actuellement, près de 25 000 immigrés, composés notamment de subsahariens, vivent dans le royaume chérifien. Face à la complexité de cette problématique, le roi Mohamed VI a appelé son gouvernement à mettre en place une stratégie migratoire et à normaliser la situation des immigrés au Maroc. Passé du statut d'un pays émetteur ou de transit à un pays d'accueil, le Maroc a vu le nombre d'immigrés en situation irrégulière sur son sol croître considérablement. La plupart de ces immigrés arrivent par l'Est et le Sud. Cette nouvelle politique migratoire, respectueuse des droits humains, devra à terme assurer le bon accueil des immigrés et favoriser leur accès légal aux opportunités d'emploi, aux conditions de vie dignes et d'insertion économique et sociale. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume du Maroc procédera à la mise en place d'une stratégie et d'un plan d'action dans la perspective d'établir une nouvelle politique migratoire globale, respectueuse des droits de l'homme, conforme aux dispositions de la Constitution marocaine et aux exigences du État de droit, et bien entendu en accord avec les engagements internationaux du Maroc. La nouvelle politique du royaume chérifien cadre par ailleurs avec le récent rapport thématique du Conseil national des droits de l'homme relatif à la situation des migrants et des réfugiés au Maroc. Elle s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de concertation avec le CNDH et les autres acteurs concernés. Le rapport souligne ainsi la longue tradition d'immigration et d'accueil du royaume, due notamment à ses relations séculaires avec l'Afrique subsaharienne. Le rapport appelle à une politique globale intégrée de gestion de la migration et de l'asile, conformément à la Constitution marocaine et conformément au droit international et aux engagements internationaux du Maroc. Nous demandons la mise en place d'un dispositif national de l'asile. Les personnes étrangères en situation régulière qui doivent bénéficier de l'égalité de traitement total, comme le rappelle la Constitution. Les personnes en situation irrégulière qui doivent aussi, pour certaines catégories, avoir le droit, de notre point de vue, de séjourner. Et enfin, la lutte contre le trafic des êtres humains qui est en train de se développer. Pour une meilleure gestion de la problématique globale de la migration, le souverain a également insisté sur la nécessité de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux de trafic et de traite des êtres humains. Ces dispositions sont saluées par les Nations Unies qui réitèrent au Maroc leur disponibilité pour accompagner les efforts nationaux en matière de politique migratoire. Le processus de Rabat ou le dialogue euro-africain sur la migration et le développement s'inscrit d'ailleurs dans cette logique de réponse aux questions soulevées par les enjeux migratoires. Enfin, un accord sur le dossier syrien. Les États-Unis et la Russie se sont entendus sur un plan qui devrait décrisper la situation. Damas a une semaine pour lister son arsenal chimique. Après 3 jours d'intenses négociations, John Kerry et Sergei Lavrov sont parvenus à un accord. Objectif, saisir puis détruire l'arsenal chimique syrien. Les États-Unis et la Russie sont déterminés à éliminer les armes chimiques syriennes le plus rapidement possible et de la façon la plus sûre. Les deux parties se sont tout d'abord accordées sur la taille et le type des armes chimiques possédées par le régime d'Assad. La deuxième avancée concerne le calendrier. Damas a une semaine pour fournir une liste de tous les sites de stockage d'armes chimiques. Les inspecteurs de l'ONU doivent se rendre sur le terrain au plus tard fin novembre. L'objectif est de terminer la destruction ou le déplacement, je dis bien le déplacement, d'ici mi-2014. Troisième point, la vérification. Le régime syrien doit donner un accès total aux inspecteurs et garantir leur sécurité.
Quatrième point, les armes chimiques pourront être déplacées hors de Syrie pour être détruites si nécessaire. Enfin, dernier point, la Russie, jusqu'à présent réfractaire à toute contrainte, accepte de sanctionner le régime syrien dans le cadre de l'ONU s'il ne respecte pas ses engagements. Une avancée timide puisque le type de sanction n'a pas été déterminé. Une fois que la réalité des faits aura été établie, nous, la Fédération de Russie, serons pleinement disposés à participer aux mesures décidées par le Conseil de sécurité, des mesures à la hauteur des infractions commises. Avec cet accord, Américains et Russes ont mis un coup d'arrêt à toute résolution militaire du conflit. Une nouvelle réunion bilatérale sera prévue fin novembre, en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Objectif, tenter de relancer le processus de paix. Une heure sociale dans ce journal avec les journées de consultation médicale gratuite à Gounas-Guédiawaye. C'est une initiative de l'association Aider les enfants de la rue. 100 parmi eux ont été consultés. Salut Sec. Médina Gounass, les eaux de pluie stagnent encore dans certaines rues. Cette situation expose les populations à différentes maladies. Et pour les aider à la prévention de ces maladies, l'association Aider les enfants de la rue a mené une opération d'assistance dans ce dara du quartier de Gounass. Les enfants sont l'avenir de ce pays. Nous devons veiller à leur santé. Vous voyez que nous sommes en période d'inondation. La zone est carrément inondée. Il y a beaucoup d'eau stagnante, beaucoup d'eau usée et les enfants marchent pieds nus dans les eaux, ce qui pourrait leur engendrer beaucoup de maladies. Donc raison pour laquelle nous avons fait amener une équipe médicale ici à Gounass pour consulter les enfants talibés. Environ 100 enfants ont été consultés. Parmi les pathologies décelées par l'équipe médicale occupent en bonne place les maladies hivernales. Ce que nous avons rencontré jusque-là sont surtout des pathologies infectieuses et parasitaires, en raison bien entendu des inondations et de toute cette insalubrité qui règne un peu dans le quartier. Donc surtout des pathologies dermatologiques. Wow, action bi dañ koy saluer. Nous saluons vraiment cette initiative qui arrive à son heure. Nous avions vraiment besoin de ce soutien pour la santé de nos talibés. L'association Aider les enfants de la rue a été créée par des étudiants en médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Leur objectif, veiller à la santé des enfants du pays et particulièrement à celle des talibés. 14 septembre, le Sénégal se souvient. Voilà 16 ans jour pour jour. Nous quittait Abdoulaziz Sy Dabakh, guide religieux multidimensionnel et homme de paix, de consensus. Dabakh a su transcender les contingences religieuses avec une humilité qui n'a d'égal que son surnom Dabakh. Ses enseignements continuent de façonner des générations entières à Amadou Ramcham. Dabakh est synonyme de bonté. C'est l'explication laconique qu'en donne la langue wolof. Une vision réductrice d'un mot qui renferme pourtant une toute autre réalité dans d'autres contrées. Chez nos voisins, les Mauritaniens, Dabakh renvoie à une peau tellement bien tannée qu'elle devient molle et très duette. La signification reflète mieux la personnalité de Mame Abdou Aziz Sy. Un exemple d'humilité, de piété, de foi, d'abnégation et de sincérité. Ces qualificatifs sont loin de rendre compte de l'âme sensible qui, puisant des grandes vertus de son idole et sa référence, le prophète Mohammed Rasoul, paix et salut sur lui, mais aussi poussant ses forces déjà assez éprouvées par la vieillesse et la maladie jusqu'à ses dernières limites, n'hésitait jamais à implorer le pardon du Créateur au profit de la Oumma. L'observance et la culture de bon rapport de voisinage et de parenté sont deux valeurs essentielles d'un bon musulman. Le rapprochement des familles religieuses fit aussi partie des grands combats de l'homme de Dieu, des actions pour mieux consolider la voie déjà tracée par les précurseurs pour un islam toujours debout. waaye sama kër baay Serigne Touba. waaye kër baayam Serigne Touba. radiyallahu taala anhu.
mook Seydil Hadj Malick seenu bokk peñ bu diig ci ndox wala ndox mu fekk peñ ndax mën nañu leen teqale kenn mënu ko. Guide spirituel éclairé, érudit hors pair, étaler ses multiples dimensions n'est pas un exercice aisé pour un esprit limité. Il serait superfétatoire de dresser un portrait acceptable de Dabakh sans relever son engagement citoyen. Un engagement qui cadrait bien avec ses positions tranchées lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts de ses concitoyens. Né en 1904, le patriarche a tiré sa révérence le 14 septembre 1997, après 40 ans de califat sous un ciel brumeux qui semblait pleurer cette lourde perte. Mame Abdou était un grand-père affectueux dont chaque petit-fils a le droit de se réclamer de son héritage. Moi, mon choix est fait. J'ai lancé mon dévolu sur les chansons de sa voix suave, des panégyriques écrits de sa main. Il a aujourd'hui 69 ans et il continue à faire de la musculation et c'est sans doute pourquoi on lui colle le synonyme d'Hercule. Ibrahima Thiam, de son vrai nom, a commencé à pratiquer la discipline dans les années 60 et continue à encadrer des jeunes lutteurs. L'homme que nous fait découvrir Ibrahima Ndong est loin d'être gagné par le poids de l'âge et des charges qu'il porte toujours sur ses épaules. À 69 ans, le surnommé Hercule a blanchi sous le harnais. Serigne Ibrahima Thiam, de son vrai nom, est tombé amoureux de la musculation dès 1962. À cette époque, il exerçait en même temps le métier de boucher. C'est ainsi qu'il va subir une formation par correspondance. J'ai fait la formation avec un spécialiste, Robert Duranton, un ancien champion d'Europe. Ouais, dans cette époque, 62-63. Je faisais des cours par correspondance avec lui. Une formation qui lui a permis de bien jouer son rôle de moniteur. Dans sa salle de musculation, il veille minutieusement aux différentes séances normales. Certaines actions peuvent être dangereuses. Surtout en faisant le demi-flexion. Le flexion, c'est un mouvement qui est vraiment dangereux. Pas pareil que les épaules, ni les pectoraux, ni les biceps, triceps. Non. Le demi-flexion, il faut avoir un bon suivi. Il faut avoir une ceinture à attacher. Il faudra savoir qu'on te suit bien, pour savoir comment il faut descendre, comment il faut monter. Mais il ne s'agit pas de mettre 100 à 150 kg pour descendre jusqu'en bas et remonter. Non, non, ce n'est pas ça la musculation. La musculation, il faut avoir un bon suivi, et un bon monsieur qui s'occupe de toi. Comment il faut descendre, comment il faut se lever avec une jambe fléchie, les deux jambes fléchies. C'est comme ça qu'on travaille. Ce moniteur de taille modeste, 1,65 m, a participé à la formation de beaucoup de lutteurs. Illustration avec ses photos accrochées au mur. Les couleurs défraîchies de la plupart en disent long sur l'époque. Djali Bourama Machor est le premier lutteur à être encadré par Thiam Hercule dès 1967. Après Djali Bourama Machor, il y a Robert Diouf. Après, il y a Moussa Diamengom. Il y a encore Double Less à son temps. Avec plusieurs lutteurs que j'ai formés, vraiment, d'autres même je les ai oubliés. Avec Hostile Diatta, un ancien champion Diola, Mangue 2. Que Robert m'a amené en 1971 à la rue Gramont. Beaucoup de lutteurs de la nouvelle génération sont aussi passés entre ses mains. Il y a Libidor, il y a d'autres jeunes qui sont là, même il y avait Forza qui était avec moi. À part Forza, il y a d'autres jeunes, vraiment, Yekini Bombardier. Une poitrine bombée, des muscles bien développés, le tout se résume à une bonne forme. Mais attention, un bon régime alimentaire est nécessaire. Le régime alimentaire qu'il faut respecter, c'est de savoir ce que tu dois manger. Il faut manger sain. Il faut savoir ce que tu dois manger. Il faut le mettre, il faut demander, même si tu ne sais pas, dans les hôpitaux, eux, ils connaissent surtout les médecins. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Il faut prendre toujours de la chair blanche, comme le blanc du poulet. Il faut prendre du pigeon, ça c'est complet. Mais il faut savoir de la salade bien marinée avec des concombres et beaucoup de trucs. Il faut savoir manger aussi beaucoup de fruits variés. Cette salle est fréquentée par différentes personnes de tout âge. Les lutteurs en constituent la majorité. Malgré son âge avancé, Serigne Ibrahima Thiam pratique avec aisance la musculation.
Donc, via M. Thiam, un grand format de ce samedi s'intéresse à la destruction de la couche d'ozone. Le prétexte, vous le savez sans doute, ce lundi 17 septembre sera célébrée la journée mondiale de l'ozone. Le Sénégal, signataire de la Convention de Vienne et du protocole de Montréal, a mis en œuvre un important programme national ozone. L'objectif, éliminer les hydrochlorofluorocarbones d'ici 2030. Le bureau ozone compte participer à l'effort de réduction des gaz à effet de serre par la promotion des bonnes pratiques en froid et climatisation, entre autres. Grand format, signé Ibrahim Diallo. Le R12 est en CFC, le R11 est en CFC, c'est des fluides frigorigènes qui détruisent la couche d'ozone. Dans cette bouteille que vous voyez, c'est un fluide frigorigène qui contient des substances non seulement qui appauvrissent la couche d'ozone, mais qui réchauffent aussi la planète. Pendant longtemps, les CFC ou chlorofluorocarbones ont été largement utilisés.